Je ne lirai pas le propos qu'il a préparé parce qu'il est possible qu'il arrive en cours de journée. Les Belges savent qu'il y a pour le moment des remous assez importants. Le canal du centre est bloqué, les péniches sont à l'arrêt suite à un mouvement de grève dans une association paraprovinciale dont Serge Eustache est le président. Alors pour l'instant, il doit être en négociation syndicale, à moins qu'il ne soit séquestré ou bien qu'il ait remis les péniches à l'heure. Donc si la province de Hainaut est la troisième institution à prendre le relais après le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie, c'est bien parce que le Hainaut, la province, tenait à marquer sa participation à tout ce mouvement en faveur des langues régionales et pas uniquement en vertu du wallon. Et si nous avons organisé cette journée à Tournai, c'est évidemment parce que la Maison de la Culture de Tournai joue un rôle prépondérant dans la défense de la langue picarde de très longue date et que c'était les partenaires naturels qui s'imposaient. Donc je vais donc demander à Odon Bouc, le président de cette maison, de vous dire quelques mots. Merci de votre attention. Merci Jacques. C'est vrai que la Maison de la Culture tient une place importante dans la défense du Picard, mais je m'en regrette de ne pas citer aussi le rôle majeur joué par le cabaret, par le syndicat, par le cabaret patoisant et par toute une série d'autres institutions dans l'ensemble de Wallonie occidentale que maintenant on s'applique à appeler Wallonie Picarde. Mesdames et messieurs, je ne flatterai pas la vérité en disant que la Maison de la Culture retrouve effectivement une fierté à se sentir aujourd'hui pleinement reconnue comme un des lieux phares où le Picard trouve une légitimité en tant que véhicule d'une forme de cohérence linguistique régionale. En organisant ici la troisième journée transfrontalière, notre institution entend se situer comme un acteur majeur de redynamisation culturelle d'un parler spécifique qui ne connaît aucune barrière administrative, dès lors que l'on considère la langue partagée comme un ciment de reliance sociale. On peut dire que du nord de Senlis à la lisière de la Flandre, nous formons un ensemble cohérent, même si les modes d'expression picards ne sont pas homogènes. On ne parle pas tout à fait de la même manière à Amiens comme à Tournai. Mais il n'y a que des nuances, parfois fortes, mais elles sont toujours rassemblées dans un creuset linguistique commun. Le champ géographique est donc vaste et le dénominateur rassembleur est palpable. Nous sommes inscrits dans une forme de mutualisation langagière fondée sur l'intelligibilité partagée, même si le picard n'a pas de normes établies au sens strict du terme. Pas d'orthographe unifiée, donc pas de transmission écrite stabilisée. Ce qui peut apparaître comme un handicap qui entraîne parfois le dédain des puristes de l'uniformisation de la langue, mais nous persistons à croire qu'il y a un enrichissement à continuer à pratiquer son parler régional, tout en s'exprimant dans sa langue codifiée par Grévis et par Littré. C'est une forme de vitalité parce que le dialecte est riche en images et que sa formulation fait plus souvent usage à des métaphores tirées de l'observation des choses de la vie et des traditions populaires. Si on en revient à notre sujet, c'est-à-dire la réalité et la vigueur du Picard, on ne peut que se réjouir de rencontrer des journées telles que celle-ci. Il faut s'organiser pour qu'elles deviennent systématiques, pour nourrir la diversité de notre imaginaire linguistique. Le succès de ce genre de journée interrégionale permet aussi d'attirer l'attention des pouvoirs politiques et de provoquer chez eux des processus de soutien en aide sonnante, trébuchante et logistique. L'impact du travail mené peut aussi mobiliser l'école, qui trouvera matière à approfondissement de la langue standardisée. En terminant, en tant que tournaisien, je voudrais exprimer un mot de souvenir à l'intention de deux personnages aujourd'hui disparus et qui ont marqué la vie de la Maison de la Culture en portant sur les fonds baptismaux cette section dialectale. Il s'agit de Norbert Gadin et Paul Mailleux qui en furent les véritables initiateurs,
cette section qui est toujours reprise et animée avec beaucoup de dynamisme par Bruno Delmotte, que je félicite. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à tous aujourd'hui dans nos murs. Voilà, nous allons maintenant laisser la parole à Alain Rethère, qui est vice-président de la région Picardie, Conseil régional. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faisons donc fi du protocole, puisque nous sommes vraiment entre amis aujourd'hui, donc bonjour à tous. Le président du Conseil régional de Picardie, Claude Gévert, m'a demandé de le représenter en cette maison de la culture, et en s'excusant sincèrement auprès de vous, parce que participant lui aussi depuis hier à Strasbourg, aux rencontres interrégionales des élus des conseils régionaux des 22 régions de France, à Strasbourg. Le vice-président du Conseil régional de Picardie en charge de la culture que je suis est particulièrement heureux d'être parmi vous, en ce lendemain de la Saint-Nicolas, au titre de cette représentation, en compagnie de mon collègue et ami Olivier Chapuiroux, vice-président chargé des sports, des loisirs et des traditions populaires, qui, tout comme moi, de toute façon, avait prévu d'être des vôtres aujourd'hui à Tournai en Wallonie-Picarde pour ses 3e rencontres. Non seulement parce que cette langue et cette culture picarde nous intéressent à plusieurs titres, d'où euphémisme, vraiment personnellement, mais encore parce qu'elles font partie intégrante véritablement des orientations de la région Picardie en matière de politique culturelle. Pas plus, mais certainement pas moins que d'autres secteurs de nos compétences respectives, à l'un et à l'autre. Et qu'ainsi nous les soutenons dans tous les sens du terme, sincèrement et avec la même ferveur. Après celle des 2 et 3 décembre 2005 à Wallers-Arenberg, en région Nord-Pas-de-Calais, et celle des 6 et 7 octobre 2006 à Amiens et Chaulnes, en région Picardie, cette rencontre de Tournai, à la suite d'une rencontre fructueuse et enrichissante en mai dernier avec une délégation conduite par le député Serge Eustache à Amiens, constitue donc la 3e étape d'un pari en réussite aujourd'hui. Réunir dans une ambiance d'abord studieuse, puis festive, celles et ceux qui, à votre image, défendent, enrichissent, développent et soutiennent la langue et la culture picarde. Je ne vous rappellerai pas, ou je vous rappellerai plutôt très brièvement, les efforts et les engagements consentis depuis 2004 par la nouvelle majorité du Conseil régional de Picardie. Un département, langue et culture de Picardie, avait été en effet créé en son temps au sein de l'Office culturel régional de Picardie, mais depuis notre arrivée avec des moyens renforcés, émanant pour près de 90% de la région et de l'État, et le reste de l'État en partie. Vous avez pu apprécier la qualité et l'importance du travail fourni par Olivier Angelard, directeur de ce département associatif, et de l'ensemble de son équipe. En effet, je souhaite désormais plutôt mettre l'accent sur l'avenir et ses perspectives, et vous dire très concrètement quels sont les engagements pris par la région Picardie. Sur le thème de la transmission du Picard, d'abord, la journée du 6 octobre 2006 à Amiens était consacrée à cette question essentielle. Le président du Conseil régional de Picardie, Claude Gévert, s'était engagé ce jour-là, dans son discours de clôture, à saisir le rectorat pour favoriser l'enseignement du Picard à l'école. Un courrier a été envoyé au recteur de l'Académie d'Amiens. Le président de la région Picardie, Claude Gévert, qui précisait notamment: je me suis engagé à ce que le Picard puisse être enseigné dans les classes de notre région. En effet, l'article 20 de la loi du 23 avril 2005, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, prévoit qu'un enseignement des langues et des cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales, où ces langues sont en usage. Ainsi, cette introduction du Picard à l'école pourrait se faire à 2 niveaux. Sensibilisation à la langue picarde par le biais de pratiques culturelles diverses, mais aussi enseignement à part entière. Nous ne manquerons pas, soyons-en convaincus, de relancer le rectorat pour voir comment, dès la rentrée prochaine, des mesures concrètes pourront être prises pour introduire le Picard à l'école. Toujours sur cette question de la transmission, la région Picardie souhaite soutenir la création d'un diplôme universitaire du Picard, un DU pour parler sigle officiel. Ce projet est bien avancé, puisque son programme de 3 modules de 40 heures a été finalisé avec une équipe d'universitaires et chargés de cours de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais.
Aujourd'hui, c'est la question du financement qui reste à régler. La région, dans le cadre de ses compétences dans le domaine tant de la culture que de la formation, parce qu'il y en est un qui, avec Claude Gévert, Olivier Chapirou et moi, qui a la volonté aussi de soutenir sincèrement la langue et la culture picard, c'est bien notre collègue Didier Cardon, vice-président chargé de la formation au Conseil régional de Picardie. La région, donc, pourrait prendre part à ce soutien financier, mais aussi faciliter les contacts entre les services de l'université, direction d'éducation permanente notamment, et de la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, aussi en langage civil. La région Picardie ne peut certes se substituer à ses partenaires, éducation nationale, université, direction régionale des affaires culturelles, mais elle peut les inciter et les inviter à réfléchir sur ces questions. Avec le Centre régional de documentation pédagogique et l'Institut universitaire de formation des maîtres, particulièrement. En effet, la création de ce diplôme universitaire de Picard pourrait être l'une des étapes importantes dans la formation et la sensibilisation des enseignants. Sur la question de la place du Picard dans la politique culturelle de la région, nous avons initié, dès le 14 octobre 2006, une vaste démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs culturels, artistiques et des élus de la Picardie pour élaborer un schéma régional de développement culturel qui sera soumis incessamment à l'Assemblée régionale fin janvier prochain. Ce schéma prévoit des moyens renforcés pour développer des offres culturelles diversifiées en faveur des publics et des territoires aujourd'hui les plus éloignés de la culture. Des outils nouveaux vont être créés pour atteindre ces objectifs. Entre autres, 2 établissements publics de coopération culturelle, dits EPCC, dans les domaines tant du spectacle vivant que de l'art contemporain et certains pôles artistiques régionaux. Nous souhaitons, dans ce cadre, soutenir la création d'une association ad hoc pour la langue et la culture de Picardie, qui prendra tout naturellement la suite du département LCP et bientôt feu l'Office culturel régional de Picardie, avec des ambitions et des moyens renouvelés. C'est en ce sens que je demanderai au prochain président de l'OCRP de bien vouloir mettre à la disposition des Picardisans de notre région l'ensemble des moyens de ce département culturel pour que cette structure associative nouvelle puisse voir le jour d'ici octobre prochain. Je participerai moi-même à ces travaux ainsi que les services de la région autant qu'il sera nécessaire. Nous souhaitons en effet, comme dans d'autres secteurs culturels, pouvoir négocier avec cette nouvelle structure des objectifs partagés dans le cadre d'une convention de 3 ans qui pérennisera les moyens dévolus par la région. D'autre part, la mise en place courant 2008 de l'EPCC Spectacle Vivant et la renégociation de nos conventions avec les principales scènes régionales nous permettront, je l'espère, de favoriser la diffusion des créations en langue picarde dans tous les territoires de Picardie. Sur la question de la coopération interrégionale, à plusieurs reprises, et ce depuis 2005, nous avons exprimé notre volonté de renforcer dans tous les domaines nos coopérations avec le Nord-Pas-de-Calais et la Wallonie-Picarde. Sans attendre la mise en place d'une structure interrégionale formalisée pour la promotion et de la langue et de la culture picarde, structure que nous appelons de nos voeux, bien entendu, peut-être pourrions-nous développer des échanges réciproques en picard, nous dirions rindy-rindo, pour que les artistes de chacune de nos régions puissent se produire sur les scènes des 2 autres. Ce n'est qu'une première proposition à laquelle nous pourrions sans doute donner corps et compléter par d'autres, en prévoyant des rencontres à un rythme plus soutenu entre élus et direction de la culture de nos 3 régions, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, la poursuite des concertations associatives telles que celles initiées par Insan, Terre-Tous ou El Mojo des Vallons. Les journées interrégionales, comme celles d'aujourd'hui, sont aussi des moments indispensables d'échange entre les élus et le monde associatif. Il importe donc de les renouveler et de développer d'autres espaces de travail et de rencontre au bénéfice exclusif de la langue et de la culture picarde, donc de celles et ceux qui la pratiquent, l'initient et en bénéficient de belles façons. Je souhaite ardemment que nos travaux d'aujourd'hui soient fructueux, constituent ainsi une nouvelle avancée dans cette belle démarche. Et je vous défule, main capieux, amiteusement piadé et pichet tout. Merci.
Monsieur Lanotte, Monsieur le Président de la Maison de la Culture de Tournai, Monsieur Bouc, Monsieur le Vice-président Rotter, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser Monsieur Alain Bocquet, Président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, retenu par d'autres obligations, mais qui, je le sais, prend part à tout ce qui touche à la défense et au développement de la langue picarde, cette langue si chère aux gens du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et du Hainaut belge, nous le voyons bien aujourd'hui. Permettez-moi d'excuser également Madame Jocelyne Osfeld, vice-présidente en charge de la culture, qui devait être présente aujourd'hui, mais qui est malheureusement souffrante, et je la représente donc. Les premières journées interrégionales du Picard se sont déroulées les 2 et 3 décembre 2005, à l'initiative des associations picardisantes, la Fédération Insane pour le Nord-Pas-de-Calais, tous pour la Picardie, la Maison de la Culture de Tournai pour la province de Hainaut, et l'Office culturel régional de Picardie, ainsi que le LESCLAP, le Centre d'études picardes basé à Amiens. Ces premières journées étaient soutenues par les conseils régionaux Nord-Pas-de-Calais et Picardie et par la province de Hainaut. La communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, dans le Valenciennois, avait soutenu et accueilli cette belle initiative qui s'est déroulée sur le site minier de Walers-Sarambert pour la partie colloque et au théâtre de Denain pour la partie festive. Aujourd'hui, nous terminons la tournée des 3 régions par le Hainaut belge après la Picardie en 2006. Et il est naturel que les Picardisans soient maintenant soucieux de passer à des réalisations concrètes, notamment de voir aboutir le projet de centre interrégional du Picard qu'ils appellent de leur vœu depuis de nombreuses années. Il faut rappeler que la vocation initiale des journées interrégionales était justement de cristalliser les volontés et les réflexions pour parvenir à enclencher la réalisation de ce projet concret. Nous constatons que, sous des formes diverses, les 3 régions sont arrivées cette année à une maturation des projets qui est favorable à leur concrétisation. Les histoires des uns et des autres sont différentes, en particulier le rôle respectif des associations et des institutions varie entre les 3 régions, mais il faut que les projets avancent de façon coordonnée pour accéder à la dimension interrégionale qui, au terme de ces 3 ans, paraît évidente aux yeux de tous. Nous savons que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il est important pour les associations regroupées au sein de la Fédération Insane, et je salue son président Alain Dawson, de se doter d'une structure permanente et de s'ancrer dans le territoire afin de continuer à développer leur activité au service de la langue picarde. Aujourd'hui, la Porte du Hainaut est prête à répondre aux souhaits du monde associatif et à mettre, sous une forme qui nous reste à définir ensemble, à la disposition de ces associations un local permanent qui pourrait, dès 2008, être l'embryon d'un pôle d'animation, de recherche et de documentation sur le Picard. Charge aux associations du Nord-Pas-de-Calais d'assurer le fonctionnement de ce lieu, sans doute modestement au début, puis de façon plus large au fur et à mesure que des moyens seront trouvés. Nous entendrons tout mettre en œuvre pour fournir également aux associations les moyens d'organiser sur le territoire de la Porte du Hainaut les événements qu'elles jugeront appropriés. Nous les soutiendrons enfin dans leur recherche de financement extérieur pour accéder à un fonctionnement normal de ce lieu d'accueil, de rencontre et de recherche qui se voudrait ouvert à tous. En effet, ce fonctionnement ne peut pas reposer uniquement sur les collectivités locales et devra nécessairement recevoir l'appui de la région, des départements, de l'État, voire de l'Europe. Le pôle que nous contribuerons ainsi à faire émerger, une fois qu'il aura acquis un poids suffisant, aura vocation à constituer avec les structures similaires en Picardie et en Hainaut belge un vrai réseau interrégional. C'est la perspective que nous proposons aujourd'hui pour une mise en place concrète du centre interrégional du Picard, qui doit être multipolaire afin de couvrir équitablement la totalité du domaine linguistique picard. Nous savons que le territoire de la Porte du Hainaut a des atouts pour devenir le pôle de développement du Picard en Nord-Pas-de-Calais. Sa situation géographique le met à proximité immédiate des 2 autres régions, Hainaut belge et Picardie, et il est situé dans une zone où le Picard est encore très pratiqué et entretenu par des associations nombreuses et actives. Vous le savez, le Valenciennois Cambrésis a une histoire forte avec le Picard. Notre territoire n'est pas en reste, avec notamment Jules Mousseron, qui fut en son temps un poète et une figure emblématique du Denésie. De plus, le lien est évident avec d'autres domaines de la culture populaire, comme les harmonies et les fanfares de notre territoire très vivante à l'agglo de la Porte du Hainaut. La mémoire minière et ouvrière est aussi très présente dans le paysage comme dans les cœurs, et c'est le terreau indispensable pour développer la culture populaire d'aujourd'hui et de demain, dans laquelle la langue picarde a un rôle important à jouer.
Cette langue ne doit sûrement pas être enfermée dans les musées et les bibliothèques. Elle doit vivre par la création la plus actuelle et elle doit parler aux jeunes générations comme aux anciennes. Une langue dont on ne parle plus et qu'on ne parle plus est une langue qui se meurt. Alors que nous nous accordons tous à dire que c'est une belle langue, il faut la partager et la défendre ensemble, elle qui est fêtée, qui est étudiée, et qui devient un outil pédagogique permettant la lutte contre l'illettrisme à l'instar de ce que fait l'association Action à Venezuela. Les associations doivent pouvoir s'appuyer sur les 3 grands territoires pour mutualiser les moyens et les expériences, et ce, dans une synergie intelligente. Il s'agit là d'une première étape à la construction du Centre interrégional de langue picarde, qui devrait, nous pensons, s'établir pour une meilleure efficacité indistinctement sur les 3 territoires, le tout dans une réelle communauté culturelle et linguistique, interrégionale et transfrontalière. Nous devons y travailler ensemble, communément, associations et institutions. Permettez-moi de vous remercier à nouveau pour cette initiative. Aujourd'hui, en votre présence, nous voyons bien que la langue picarde porte de réelles valeurs qu'il nous faut préserver, la modestie, la simplicité, la générosité, des valeurs que nous retrouvons aujourd'hui, nous le voyons ici, chez nos amis belges. Merci. Voilà, nous allons maintenant passer la parole aux créateurs. Avant que nous commencions, je vais simplement donner quelques petites recommandations que j'ai données à la plupart d'entre eux à mesure qu'ils arrivaient dans la maison. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent se présenter à l'accueil pour avoir leur petit dossier et leur ticket repas. Parce que tout à l'heure, nous irons manger à l'ITMA, donc l'Institut technique des métiers de l'alimentation de la communauté française. C'est à 150 km à pied. Mètres, non mais le domaine Picard est tellement vaste que on perd ses kilos et ses mètres. On dit parfois que nous sommes des Marseillais du Nord. Et donc 150 mètres à pied, pardon. Et donc là-bas, n'oubliez pas de vous munir de votre petit ticket. Maintenant, je vais passer la parole à Éric Poitier, puisque nos créateurs vont intervenir dans l'ordre que vous avez sur votre feuille de présentation. Il y a quelques mots sur chaque créateur. Et Éric Poitier, donc, qui est compteur, vous verrez ça sur votre feuille. Nous avons également ici dans la salle Bruno Lestarki, qui est animateur à la province de Hainaut et qui va être le gardien du temps. Donc la consigne pour les orateurs, ce sera de ne pas dépasser les 10 minutes, et on va essayer de se tenir à 10 minutes pour arriver à tenir notre timing pour parler comme en Picardie. Viens chez garçon. Bonjour à tous. Voilà. Vous avez lu sur les papiers que je raconte des fauves et je fais des canchoins picards. Et avec des amis aussi, donc je fais déjà 50 années et j'espère que je vais aller m'arrêter et que dans 50 ans, il y aura que des gens qui comprennent ce qu'on compte et ce qu'on raconte. À part ça, voilà, je n'ai rien de grand chose, à dire. Je n'ai, à part continuer, mais j'ai tout ce que j'ai envie de faire, rencontrer des gens et continuer à compter, à raconter, et pouvoir d'aller le plus souvent possible en France ou bien comme en Belgique, et même d'aller compter en Picard dans la Wallonie profonde, proprement dit, ou même chez les Flamands, parce que vous savez, pour nous, il paraît qu'il y a de bisboul à faire les Flamands et les Wallons. Mais chez Milette Vrai, chez Milette des Carabistoul, parce que pendant une dizaine d'années, avec les Charnel, on a joué plus souvent en Flandre qu'en Wallonie, par exemple. Donc, je vous dis que c'est un parlage international, et qu'on pourra d'aller comme ça, bien long, même jusque de l'autre côté de l'océan, au Québec, par exemple, mais pour cogner même chez les anglo-saxons. En fait, voilà, El Picard, chez International, et il y a une masse d'affaires à faire, et j'espère que ça durera colonna, tant que ça dure chez Ducasse. Ouais, à part ça, une intervention soit courte.
je ne vois dire qu'Antenne Canchon maintenant, peut-être tout à l'heure. Vous avez certainement encore autre chose à raconter, ce qui s'est passé. Il y a peut-être des réactions dans la salle par rapport à cet intermède. T'as pas quand même préparé ta texte, ma garçon, on peut dire. Hein. Non, non, j'ai l'émotion. Comme ça. Hein? Voilà. On a causé encore tout à l'heure, de toute façon on est coché toute la journée. Et voilà, bonne journée à tous, à bientôt. Voilà, je vais appeler maintenant Monsieur Pierre Delannoy. Du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour les gens. C'est bien embêté parce que mercredi matin, c'est celui qui s'offre le bain, M. Delmotte, il m'a dit on va faire quelque chose parce qu'il faut un planificateur. Pourquoi moi? Et je pensais, ça m'arrive de penser, je n'ai rien fait de bien spécial. Du moins, en suis-je persuadé. Mais la gentillesse de M. Delmotte m'incite à accepter sa proposition. Et ce cher Olivier, ce que je n'ai pas perçu, m'en aurait voulu si je n'avais pas répondu présent pour le Pas-de-Calais. Alors j'ai planché sur un sujet, la création en Picard. Vaste sujet. Déjà, dans l'énoncé du propos, il y a une difficulté. En Picard. Quel Picard? Mais suis-je et fier de l'être. Non pas dans le sens commercial utilisé par certains. Le ch'ti, messieurs, dames. Chez du Picard, ben non. Ah non, faut que j'amenais, et du caminé, et du cavant. Comment que ça se fait? J'ai décidé un jour de pardouler et d'écrire un ch'ti. Mais un professeur de géographie met des lettres, je dis pas ça pour m'inquiéter, seulement pour expliquer mon problème. Mais, fille d'ouvrier, et Tchécoron minier, mais qui grandit au mi-temps d'un monde interdit et d'interdiction linguistique. Cela venait le plus souvent de ma mère. On ne parle pas patois, c'est pas faux. Il faut que tu parles bien pour devenir quelqu'un. Bon. Suis-je devenu quelqu'un? Aux yeux de ma mère, oui. Mais j'ai pris bien d'autres chemins, même ceux qu'elle m'interdisait. Bien sûr, j'ai fui aider et accompagner, en premier lieu, mon formateur, mon grand-père maternel, un autodidacte, un grand licheux, un excellent épistolier, mais qui jamais ne me refusa l'accès au ch'ti, qu'il pratiquait discrètement, dans des circonstances qui s'y prêtaient, les repas familiaux en particulier. C'est lui qui évoquait et chantait ses amis poètes patoisans, chansonniers de notre ville, enfin, moi je suis d'Auchène, dans le du Bassin-Minier, Bellepentel, etc., et de notre région. Et puis, il y a eu la cour de récré. J'y ai dégusté une tristouille et de parlage bien particulier à mon coin. Une mesure de français, un demi picard, patois, un carré de polonais et parfois quelques côtes d'italien et d'espagnol. Et de portugais aussi. Les instituteurs officiellement censurés. Mais presque tous se souvenaient de leurs origines. Je les ai souvent surpris à sourire de nos paroles et même à employer entre eux des expressions qui n'avaient rien d'académique. Avec certains de mes camarades, mes maîtres n'hésitaient pas à utiliser le ch'ti pour se faire comprendre, et bien comprendre. Nénès, si tu continues ainsi, tu vas attraper sur tes écalettes, ou faire des mains sur le bras, ou sur tes lopes. Et Nénès comprenait très vite, plus vite, que si je claire y a vaudé, Monsieur Ernest
Si vous continuez à vous comporter de cette manière, vous allez être fessé ou giflé. Adolescent, j'ai déjà pris par le démon d'écriture, de la poésie, bien sûr, et en français. Je fus encouragé par un professeur de lettres qui, grâce lui soit rendue, me fit lire Jules Mousseron. Et puis, parce que j'étais déjà un rebelle, j'avais décidé de m'exprimer en ch'ti partout où je le pouvais. Surtout pour être, pour montrer que j'existais. Je découvrais que le patois me permettait d'être autrement, de choquer, donc d'intriguer. Oserais-je vous dire que ma pratique du patois me permit d'intéresser les filles. Et même, aussi bizarre que cela puisse paraître, le patois, parce qu'il peut être une pirouette, me servit de protection contre le mépris, de refuge contre les intolérances. Le patois me devint une sorte de carte d'identité, mon image de marque, un moyen personnel de dire autrement. Combien de fois, même encore maintenant, je désarçonne mes interlocuteurs grâce au ch'ti. Je crois même que c'est une de mes façons de retourner en méprisant son mépris ou de faire entrer chez moi ceux qui, je pense, deviendront mes amis. Sans doute y a-t-il, dans ce qui précède, une partie des raisons pour lesquelles je me suis mis à créer un bien grand bout en ch'ti, à écrire en ch'ti, à chanter en ch'ti, une forme de combat quasi socio-politico-linguistique contre cette forme d'intolérance, voire de racisme qui consiste à considérer comme des êtres inférieurs, des sous-développés intellectuels, des acculturés, tous ceux qui ne s'exprimaient pas en bon et intelligible français, du moins en ce qu'en disent les pédants, ceux qui pratiquent le terrorisme culturel et m'inspirent au plus haut point, m'insupportent au plus haut point. Alors j'ai voulu prouver à ces humblieux, chez Petzold, chez Nick Dole, qu'il n'y avait pas que des mots français pour exprimer ce qu'ils étaient. Ajoutons que ma fréquentation de l'université m'a ouvert la fréquentation de chemins de curiosité et de recherche, en particulier dans un domaine de l'histoire, de l'espace linguistique transfrontalier que recouvre le Picard. Vaste pan de cette langue d'oïl, lien entre nos tribus et base, de par sa force et sa diversité, de la richesse médiévale de notre culture. Ajoutons que mes origines, disons modestes, mais pas dépourvues de personnages et de personnalités, ont fait aussi que, à la fac de lettres, je faisais partie des 1 ou 2% à l'époque de fils d'ouvriers qui avaient osé franchir les portes de la rue Angelier à Lille. Et je sais bien que ces 1 ou 2% pratiqués bien avant que cela soit devenu le slogan publicitaire branché, le Starkonoten d'un coin, mais à l'époque, cela n'avait pas le même sens. Pour toutes ces raisons que je viens de dire, et pour bien d'autres encore, 20 Dieu de 20 quelques, camarade Delmotte, on m'avait mis d'un caboche un drôle de graine, j'ai osé écrire en ch'ti. Créer en ch'ti, pour défendre, en la réhabilitant la langue de mes ancêtres, de mes taillons, aussi belle, aussi expressive, aussi noble que les autres. Un rêve, faire effacer, quand s'exprime à la télé nationale et même régionale, un homme ou une femme du peuple du nord du Pas-de-Calais, faire effacer les odieux et infamants sous-titrages dont n'osons pas gratifier un Corse ou un Béarnais. Atténuer sans le faire disparaître l'aspect folklorique, contredire la réputation de vulgarité. Bon, j'arrête là. Mais je suis sûr, en ce qui me concerne, que c'est là que réside ma force créatrice et que c'est là aussi qu'elle heurte et se heurte. Je sais, cher monsieur Delmotte et chers amis, je ne sais si j'ai correctement répondu à votre question et à votre problématique.
Mais ce que je peux vous lire, c'est ce que mon ami Christian de France, qui est dans la salle, journaliste aux Échos du Pas-de-Calais, a écrit en mon sujet en 2003, quand j'ai eu le premier prix de la nouvelle de Saint-Quentin. Écrire des poèmes, voilà ce qu'il dit. Écrire des poèmes, des chansons et des nouvelles en patois, c'est, pour Pierre Delannoy, une espèce de contre-pied, il a bien compris. Mais certainement pas un coup de pied à la République qu'il défend bec et ongle. Et il ajoutait, la nouvelle expression des Juliens a beaucoup ému Philippe Lecoche, président du jury, persuadé que Pierre Delannoy, mais aussi les 4 autres retenus par ce prix, je me souviens qu'il devait avoir Béatrice Bourré, que cette nouvelle apporte une vraie dimension littéraire au Picard. J'ai dû me contenter, Scapharin, de ce que tu as écrit. J'ai été moins souvent que tous mes cacoules. Merci à tous. Merci beaucoup Pierre Delannoy. Alors je dois excuser David André qui a été retenu pour des raisons vraiment tout à fait imprévisibles à la Cuillère. Et donc je vais appeler, je vous dirai si nous avons le temps dans le timing un petit peu la substance de son intervention tout à l'heure. Et je vais appeler monsieur Alain Marc, le créateur qui va maintenant succéder à Pierre Delannoy. Bonjour à tous. Je ne sais pas parler picard, c'est-à-dire je ne sais pas parler avec vous oralement le picard. Et de même, je ne sais pas l'écrire, c'est-à-dire je ne sais pas prendre ma plume et écrire mes phrases de la prose en picard. Par contre, je le comprends, je dirais, instantanément. Quasiment tous les picards. Il faut dire que j'appartiens à la limite sud du Picard, c'est-à-dire Beauvais, et que Jules Ferry a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus beaucoup de traces. Par contre, il m'est arrivé une petite histoire que je vais vous raconter. J'ai écrit un essai de facture universitaire qui s'appelle « Écrire le cri ». Et quelques années plus tard, c'est-à-dire au moins 5 ans après, je contacte Florence Trocmé d'un site de poésie contemporaine au sujet de Mayakovsky et je lui parle d'une superbe traduction qui s'appelle, je lui dis voilà, je lui donne le titre « La nue empantalonnée ». Et elle me répond « Alain, tu as dû te tromper, tu as oublié de mettre un N, on devrait dire la nue empantalonnée ». Et ça m'a... J'ai relevé la tête, je la relève pas trop pour le micro, j'ai relevé la tête, je me suis mis à réfléchir et j'ai dit oui, c'est vrai, on dit un pantalon. Et c'est vrai qu'on devrait dire la nue empantalonnée. Et j'ai regardé dans mon essai imprimé et j'ai vu avec effroi que la faute était écrite à jamais dans ce tirage. Et ça a été un premier flou pour moi, une première révélation. J'ai réalisé quand même, oui, il faut que je dise cela, j'ai réfléchi un petit peu plus et je me suis dit, mais dans mon enfance, j'ai toujours dit un pantalon. Mets ton pantalon. Pas ton pantalon, ton pantalon. Et c'est maman qui me disait, mets ton pantalon. Maman, et pas maman. Donc c'est un premier flou. Et pour moi, écrire en picard, c'est déjà un énorme travail sur la mémoire, d'autant plus énorme que à Beauvais, je peux le dire, je suis né à Beauvais, mon père est né à Beauvais, le père de mon père est né à Beauvais, le père du père de mon père est né à Beauvais. Et mon père me dit toujours, mais non, moi je ne parlais pas picard,
ne sait pas parler picard. Et pourtant, lui aussi, quand je lui demande certains mots, il me les dit instantanément en picard. Voilà. Il me dit, papa, comment tu disais un chat? Il me dit un caouin. Ah tiens, chez nous, on disait un caouin. Ah, un caouin, c'est un chat. C'est vrai que ma grand-mère disait un caouin. Donc, à Beauvais, il ne reste que des mots. Des mots, et dans ma mémoire aussi, il ne reste que des mots. Des mots qui pour revenir à la surface, doivent repasser par un travail énorme de remémoration, de puisage du fond. Et ce travail, pour moi, je me refuse à utiliser, maintenant je suis beaucoup en contact avec vous, beaucoup plus, avec le Picard, presque, et c'est vrai qu'il n'y a pas le Picard, mais c'est les Picards. Et mon travail, c'est un travail sur la vérité, sur la véracité, c'est-à-dire, je veux absolument ancrer ce Picard à Beauvais, là où je suis né, et c'est le Picard qui va revenir uniquement de ma mémoire et de personne d'autre. La poésie contemporaine, c'est assez facile parce qu'on fait assez l'impasse sur la grammaire. On peut écrire uniquement avec les mots, quelques verbes conjugués qui reviennent ici et là, et on arrive à faire déjà des choses assez étonnantes. Ce qui m'intéresse, moi, évidemment, je parle du Picard littéraire, et ce qui m'intéresse, c'est de faire passer une émotion. Avant de dire que j'écris en Picard ou que j'ai écrit un poème en Picard. Je suis essentiellement un écrivain autobiographique, mais cela va beaucoup plus loin, évidemment, il y a une recherche métaphysique derrière. Et ce poème que j'ai écrit, qui est un poème déjà moyennement long, il s'appelle Tiquement de Maman. Alors Maman, oui, dans le titre il y a Maman, et pour moi, le Picard a une relation très forte avec la mère. C'est une langue maternelle. Si on lit Pierre Garnier, je m'intéresse à Pierre Garnier depuis quelques années, et depuis un petit peu moins, depuis 1 an maintenant, je m'intéresse à ses écrits en Picard, et j'ai été frappé d'entendre la même musique. Quand je lis Pierre Garnier en Picard, je l'entends. J'entends ce que j'entendais quand je lisais ses textes en français. Il y a donc un parallèle énorme. Il a commencé en Picard, ses livres en Picard à écrire aux yeux d'eux, donc il a écrit des poèmes spatialistes. Ensuite, il a écrit une poésie linéaire, et maintenant, il a écrit une poésie où il mélange un petit peu les deux, comme un petit peu nous dire, vous voyez, ces poèmes spatialistes, si vous ne les avez pas compris, ben moi je vous les remets un petit peu là, et vous allez les comprendre et les voir autrement. Lui aussi, aujourd'hui, à 80 ans, il atteint une dimension métaphysique. Alors comment j'ai écrit ce poème? Ce poème, déjà, j'ai voulu faire comme... j'ai voulu écrire des regards hallucinés. Le regard halluciné, c'est une forme poétique contemporaine donc, que j'ai inventée. Il s'agit de prendre des mots dont j'ai un petit peu un flou. Je ne sais pas bien leur sens, des mots que je vois même parfois dans un présentateur du journal de 20h ou sur un journal en passant à la maison de la presse, je vois un mot, par exemple strangule. Je me dis, ah oui, strangule, tiens, ça me plaît bien, il y a un son, et par le son, j'arrive à un autre sens, et je choque ces mots entre eux, et il naît une émotion qui jaillit. J'ai voulu faire la même chose avec le Picard, et à ma grande découverte, ça n'a pas fonctionné. J'ai aligné des mots picards, des mots que j'appelle picards, c'est-à-dire parfois ils ne sont pas tout à fait picards, ils sont passés dans le langage courant du français, dans le langage vulgaire, on peut dire. Je mettais ces mots ensemble et il ne se passait rien. Et c'était creux, c'était vide, ça ne prenait pas sens. La mayonnaise ne prenait pas. J'ai passé plusieurs demi-journées comme ça, sur mon lit, à essayer, et ça ne fonctionnait pas. Et pour que ça se mette à fonctionner, il a fallu qu'il y ait ce petit vers, Tiquement de Maman.
Et je me suis dit, ça, je vais le prendre comme un refrain. Et à partir du moment où j'ai mis cette idée-là, qui renforce ces paroles, comme quoi le picard est vraiment une langue maternelle, le poème est parti. C'est déjà ce que je voulais dire. Et ça conforte déjà mon idée que le picard est vraiment une langue, parce que quand on écrit en picard, donc pour moi c'est écrire comme avec une langue étrangère, et c'est étonnant que cette langue maternelle devienne une langue étrangère, parce que plus beaucoup de monde la parle, quasiment plus personne autour de moi, je ne l'entends plus beaucoup, même quasiment jamais dans mon quotidien. Heureusement vous êtes là, et heureusement je me mets à les réentendre. Donc pour moi, pourquoi c'est vraiment une langue? Parce qu'il y a des réseaux de sens. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas? Justement parce que ces réseaux de sens ne se réactivaient pas par le son. Par le son, je n'arrivais pas à basculer dans d'autres sens. Et donc, ça devenait pauvre. Tout fonctionne par association, et par son, et par choc de son, et par choc de sens. Dans ce poème, Tiquement de Maman, il y a aussi, je l'ai déjà entendu dire, des mots un petit peu, je vais les dire, un petit peu injurieux. Ce n'est pas vraiment que des injures, c'est un registre de la moquerie. Et ça fonctionne pas mal parce que dans ce poème, je voulais donc transmettre une émotion, et c'est le registre de la dévalorisation et du déni. Et avec le picard, c'est vrai que ça prend une connotation particulière. Je vais donc un petit peu résumer, et je vais dire que j'écris sur ce flou, sur ce premier flou qui me met m'apercevoir que je fais des fautes. Ce matin, j'étais avec des amis sur l'île, et j'ai encore entendu une personne parler et qui me dit, qui disait, je buvrai. Et puis après, l'autre personne en face lui dit, ah non, non, on ne dit pas je buvrai, c'est je boirai. Et voilà, ça c'est un premier flou. On pense faire une faute, et ce n'est pas une faute, car tout est en nous, et le picard est en nous, il est dans notre histoire, il est dans nos dizaines d'années de vie, et il est là. Et si on s'aperçoit, si on réalise que ce n'est pas une faute, que ce ne sont pas nous qui sommes inférieurs au bon français, mais qu'au contraire, nous sommes supérieurs parce que nous avons plusieurs langues en nous, ça change les choses. C'est donc aussi le flou de ma mère. Moi j'habite Beauvais et ma mère est née à Amiens, et donc on allait une fois par mois à Amiens, et je me suis aperçu, tout gamin, tout petit, que quand on revenait à Beauvais, pendant 2 jours, sa langue, elle parlait toujours du français, mais c'était du français coloré. Elle avait un accent, et elle s'en apercevait pas, mais moi je m'en apercevais, et j'étais déjà troublé. Donc c'est déjà aussi écrire sur ce flou sur ce flou de la mer. Un troisième flou que j'ai senti, et je l'ai réalisé ce matin, quand j'écris mes regards hallucinés, ou mes nouveaux regards hallucinés, je travaille sur le flou du sens. C'est-à-dire, je ne sais pas bien ce que veulent dire ces mots-là, j'en ai une idée assez précise quand même, mais j'ai un petit flou, et c'est ça qui m'intéresse. Avec le picard aussi, il y a du flou. Donc, c'est écrire avec une langue étrangère, et c'est écrire aussi avec une langue, ce qui est intéressant, c'est que c'est une langue inconnue. On travaille donc sur le mystère, et on travaille donc sur le non connu. Je crois que j'ai déjà épuisé toutes mes notes. Alors je pense que la meilleure chose, c'est de vous lire quelques petits extraits de ce poème, que vous pouvez donc réécouter avec toutes les vidéos de la soirée autour de Pierre Garnier qui a été réalisée à Beauvert, à la Galerie de la Tapisserie. Et donc toutes les vidéos sont en ligne. Tiquemande, maman, je pantalon éclabouille, lichette tout kawick, un patraque qui turlupine. Et le fichu qui s'imberlificote d'un chez tramène. Tiquemande, maman, hpi, d'un maguette rabougri, je vieux regaton, tout écrabouillé, qui valdingue, sur je barbiche,
Tiquement de maman, teint de néné, arqué, comme un catin, un bétail qui branle rien, déjeuner, dégavioté. Tiquement de maman, un béco, un chpé, du brin, et je boudinette, brinque-balle, j'bernique, ritiki, qui carafouine. Tiquement de maman, une bastringue, qui braie, un lopin, un massire, gobier, boulocher. Tiquement de maman, t'as un cheveu, rebiqué, bringue, requinqué, qui bouledingue. Tiquement de maman, toujours accroché, à braillette, à béquet, ratruché, arnaqué, affublé, et t'essayes toujours, maman. Merci beaucoup, Alain. Je vais maintenant appeler Rosemarie François, qui, toute picardisante qu'elle est, nous vient de Liège. Des accidents d'histoire. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est revenu, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. J'ignore si, comme Joachim du Bellay, je suis pleine d'usage et raison, mais je sais que j'ai fait, et que je fais, un long voyage à travers quelques décennies, 4 continents, une quinzaine de langues et quelques milliers de livres. Comme chez mes prédécesseurs, il y aura beaucoup de « je », mais j'espère que vous entendrez que « je » est un autre. Elle punition. La rue du Temple à Douvraine, dans les années 40. À voir d'aller. Si on ne s'inscrit plus, si on ne se voit plus, on s'inscrira. Si tu fais des choux avec une plume de cas. Non, rien, comme tu dis ça. Comment on peut le faire à ce âge-là? Si elle tombe, si elle quitte. Mais écoute, c'est comme saisie. Une maman adoptée, au carreau, avec son élex, qu'elle dresse pour montrer qu'elle est méchante, et il vous fait entrer. J'ai une peignée jouée sur le rhume. Je ne peignais parlais pas, toi, je le sais bien, mais que c'est un bon. Attends, me fera que je règle, oui, quand on est solide, tout plein de dire qu'il y a de vergouille, on n'a rien à redire là-dessus, aujourd'hui. Prends ton ardoise et cartouche. Misère, une punition. Écrit 10 fois. Je ne peux pas parler patois. 10 coups. Ou bien les sorte. Il n'aurait jamais fini aujourd'hui. Il faut rester en patois. Le Larousse est derrière toi. Le Larousse. Le Larousse. Il y a 2. Fou, grand, incréqué, tout à haut. Il y a des cerisiers, malheureusement. Il y a une bibliothèque. D'habitude, je ne payais les principes pour la Paul Samuel Lovo, autant dire, à le coupette dans le piège couverte. Et je poussais le cahier et faire bien, avec un pas d'heure. J'arrive tout juste. C'est bizarre. Il faut pas faire attention. Il y a cahier sur le page de salpiettes qu'il faut triannuler peu. Arrête-t-il. Avec le boa constricteur bleu à tagone qui remue sur le page, c'est jamais ça d'aller. Elle me voit de ma mère résonne vers mes oreilles. Tu ne peux pas parler patois. Tu ne peux pas parler patois. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Patois. Il faut un sans fin. Alors on peut mal dire que je l'avais bien deviné. Tout maintenant, il faut pas remettre en place le mastodonte, autrement il va conspiter des clous de chapeau vers tous les coins. 10 coups. Il fait si bio à luche. Mais l'arme ayant sur une ardoise transforme d'une écriture avec cafouillage de carabouillage. J'ai tous pris, jusqu'au bout. Mais comme vous voyez, je n'ai fait sous le fallot. Pire, je crois bien qu'une curiosité pour la langue doit être destin, là. À l'heure qu'il est, je l'ai bien tripoté de 15 ans. Ma mère Vico. Souvent, je lui dis merci pour cette punition-là.
Le monsieur, elle n'a fait couiller le mouchon que la ouvre. Mais, je avis, que ma mère va te dire, tu vois, à quelque chose, malheur est donc. Lettonie rime avec Picardie. Mes deux langues d'enfance sont donc le français et le picard. Ma 15e langue est le letton. Depuis les années 80, en pleine aventure lettonne, j'écris plusieurs fois dans mes livres « Lettonie rime avec Picardie ». Cette petite phrase apparemment ludique, mais la sagesse populaire ne dit-elle pas « ça rime donc c'est vrai ». J'en ai compris la vérité profonde il n'y a pas longtemps. En septembre 2006, à Ventspils, sur la côte de Courland, dans Lettonie, pendant la fête organisée pour les 50 ans d'un poète letton. Joris Kronbergs est né en Suède de parents lettons exilés. Il a donc été scolarisé en suédois. Un jour, il y a 3 ou 4 ans, son ophtalmologue lui apprend qu'il va probablement perdre un œil. Bouleversé par cette nouvelle, il compose une suite de poèmes sous le titre « Aluborgne », où il passe sans cesse d'une langue à l'autre, suédois, letton, suédois. D'abord, son indécision l'agace, et puis il finit par comprendre que ces deux langues sont comme ses deux yeux. Il a besoin des deux, car les deux font partie de lui. En septembre 2006, c'est ce long poème que je l'entends réciter en letton, dans le pays de ses ancêtres, la Lettonie. Son émotion me gagne. Ce poète, je le vois dans mon miroir, celui que je traverse jusqu'au pays perdu, où me revoilà revenu. Sa Lettonie, c'est ma Picardie. Mon sort n'a presque rien de comparable à celui du poète letton. Mon exil à Liège à l'âge de 17 ans était moins définitif que le sien. La première année, je revenais toutes les semaines, puis tous les 15 jours. Mais surtout, mon départ n'était pas vécu comme un déchirement. Quant au sevrage avec la langue picarde, il s'est fait insensiblement puisque mes grands-parents sont morts respectivement en 48, 62, 83 et 85. Quant à mon père, comme parfait bilingue picard, français picard, il a vécu jusqu'en 1992. Et ma mère aujourd'hui porte haut ses 95 printemps. Le livre qui vous est présenté aujourd'hui est in Picardia Ego, qui vient de sortir aux éditions Crombel Necromania, était au départ écrit en français. Le jour où j'ai décidé de doubler mon livre d'une version picarde, mais n'était-ce pas le français qui allait en devenir la doublure? Je me suis endormie en pensant aux vieilles personnes du village. J'ai rappelé des voix, des maisons, des jardins. Et au matin, en m'éveillant, j'ai entendu quelqu'un s'exclamer « Il a votre zonen tout à vous !» Et je n'ai pas besoin de cette phrase dans mon livre, mais elle prouvait au moins que j'avais retrouvé le chemin. Détail amusant, la correction des premières épreuves a coïncidé avec l'invasion des chenilles processionnaires, ce qui m'a valu d'être traité de Cassandre, état banal pour une poète, me direz-vous. Mon texte original en français était cependant émaillé de mots et locutions picardes en italique, auxquels se référaient des notes en bas de page. Cela prouvait bien que ces passages-là, au moins, étaient pensés et sentis en picard. J'ai toujours dit à mes étudiants, pensez dans la langue que vous étudiez et allez dans les pays où on la parle. Et pensez dans la langue que vous parlez. Et moi, où vais-je aller? On cherche dans l'espace, à gauche, à droite, ce que cache le temps, derrière, devant. À entendre les borins, je suis une padlaïo, par-delà l'eau de la haine. Comprenez que je viens d'un pays rural plutôt qu'industriel, mais à l'horizon des prés marécageux s'élevaient les terris du Borinage, au sud. Et au nord, seul le canal Nimi-Blaton m'empêchait d'être une manioute pauvre. J'ai grandi à Cricolion et à Louvrin. L'été, j'allais à Anzy chez mes grands-parents, et ma grand-mère faisait son marché juste derrière la frontière française. Pour mener à bien mon projet d'écriture, il me fallait donc, après un demi-siècle de pseudo-exil, retourner sur les lieux du crime. Crime de désobéissance, mon refus d'oublier le picard. Il me fallait partir à la recherche de l'enfance, aller humer l'air du village, du hameau, ignorer les nombreuses maisons apparues au cours des années, fermer les yeux pour revoir
sur un pré d'hiver dénudé, les rideaux de peupliers tout tremblants dans leur lumière de mai. Les paysages me parlaient Picard. Au cours de mon travail de rédaction bilingue, les questions lexicales et stylistiques, entre autres difficultés, allaient m'embarrasser. Les champs sémantiques dont rendent compte les différents dictionnaires et lexiques ne correspondent que partiellement avec ceux explorés par mon texte français. Il en va de même des registres et des niveaux de style. Bon nombre de mots abstraits, par exemple, ont dû être concrétisés ou bien rendus par une image ou une périphrase. Mais dans la mesure même où la langue semblait me résister, je devais l'interroger davantage, la prendre à bras-le-corps. Alors je la sentais revivre, cette langue, et au lieu de la forcer, de la sommer, je la suivais, jusque dans les environnements disparus, dont elle me faisait retrouver les sons et les odeurs, parfois mieux que n'y avait réussi mon texte original. Il m'est même arrivé de retravailler mon texte français, de le compléter par des passages traduits de ma version picarde qui prenaient son envol indépendamment. Car une langue apprise ne s'efface jamais, et cela vaut a fortiori pour une langue entendue dans l'enfance. Une langue apprise, qu'on a laissé dormir 100 ans ou un peu moins, est comme un trésor scellé dans un tiroir apparemment fermé à double tour par l'oubli. D'abord, il refuse de se donner, puis il cède, tout d'un coup, à nos efforts. Et ici, comme en amour, la caresse et le baiser pour ouvrir sont des moyens plus sûrs que l'impatience et l'effraction. Mais écrire en picard, allais-je le faire pour le seul plaisir de me retrouver une identité, pour retourner en Arcadie, à l'âge d'or, au paradis de l'enfance, et in Picardia ego. Samedi dernier, il y a donc moins d'une semaine, avait lieu la réunion annuelle de BABLG, association qui regroupe les germanistes et autres étudiants de langue moderne de l'Université de Liège. Au repas qui suit, je me trouve par hasard à côté de François Bonnaville, qui lui s'est intéressé aux lituaniens, et moi aux lettons. Et je lui dis en riant, tiens, on a regroupé les Baltes. En fait de recouvrement, cette boutade en recouvrait une autre. Voilà qu'il m'apprend qu'il est né à pâturage. Plus jeune que moi d'une génération, il n'a pas eu l'occasion de pratiquer le picard, mais il comprend tout ce que je lui dis. Il y a un matin dans le même bio, et je vois ce visage qui s'illumine de rioche et de plus à plus l'arc, que ça fait plaisir à vivre. Mais son bonheur, visiblement, n'a d'égal que sa frustration à ne pouvoir me répondre dans la langue de son enfance, celle de ses grands-parents, plus encore dans son souvenir que celle de ses parents avec qui il a dû quitter la région. C'est dans la frustration de ce sympathique collègue, mais pas seulement là, bien sûr, que j'ancrerai la question « Pourquoi, pour qui écrire en picard ?» De potentiels lecteurs comme celui-là, ignorés comme tels, seraient-ils donc vraiment plus nombreux qu'on ne croit? Une autre raison d'écrire en picard est que chaque langue est un regard particulier, celui de populations entières à travers les siècles, un regard particulier posé sur le monde. On a dit chaque langue qui meurt est une fenêtre qui se ferme et s'obscurcit. C'était tout pour vous inviter à viser le monde pamferniette que j'écris un picard. En conclusion provisoire, je dirais peut-être ceci. J'aime bien qu'on publie mes livres en bilingue, c'est souvent français-allemand, français-italien, français-letton, français-néerlandais. Et in Picardia ego est un bilingue, picard, français, picard. Vous savez, ce qui est arrivé à la langue picarde par rapport au français, à leur langue dominante, risque d'arriver, peut-être est en train d'arriver, à nos langues européennes, allemand, italien, hongrois, suédois, donc aussi au français. Langue dominée par cet infâme business English qui n'a rien à voir avec la belle langue anglaise. Ce jargon prothétique n'est pas une langue, mais un rouleau compresseur. Alors n'oublions pas, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, chers amis, n'oublions pas que notre action vole au secours de deux langues menacées par l'impérialisme culturel
liée à l'inique mondialisation que vous savez. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant appeler, donc si vous voulez réagir, vous pouvez toujours, hein, on se donnera un peu plus de temps plus tard, mais ceux qui veulent réagir à chaud peuvent toujours le faire, et notre modérateur Bruno veille de toute façon sur l'horloge et sur la modération. Je vais appeler maintenant Adrien Elbignac. Qui va peut-être intervenir avec Claude, je ne sais pas, vous allez le faire à deux, d'accord. Je savais que vous veniez de loin, je m'étais arrangé pour que vous ne passiez pas trop vite. Bonsoir tout le monde, enfin bonjour tout le monde, bonjour à tous. Parce qu'il n'a pas dormi, hein, c'est pour voilà, c'est ça. On a compté toute la nuit. On vous a demandé d'intervenir notamment sur le sujet donc comment chanter en picard aujourd'hui quand on a 20 ans. Je ne vous cacherai pas qu'au départ c'était un petit peu difficile pour nous de travailler là-dessus parce qu'on avait plutôt tendance à travailler sur l'idée pourquoi chanter en picard. Et revenir sur le sujet sous la forme de comment, ça n'a pas été simple. Alors donc déjà pour définir notre intervention, j'ai déjà éliminé les choses dont on ne va pas parler. Mon parcours picardisant, où je ne vais aborder en fait que dans la partie musicale. Je ne vais pas aborder tout ce qui concerne les groupes professionnels qui sont ou en voie de professionnalisation de la région d'Amiens, qui sont déjà passés à une autre étape que le statut amateur. Et de même, je vais pas parler des groupes musicaux picardisans qui sont déjà établis, hein, du type Schlancheron, Acheteur, qui eux aussi, même s'ils ont un statut amateur, ont déjà une expérience beaucoup plus forte que nous. Donc derrière cette question de chanter en picard quand on a 20 ans, se pose la question de la jeunesse. Et en inversant le problème, quand est-on vieux? Alors, on me l'a affirmé, et par expérience, je l'affirme. Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais on est vieux à 25 ans. Alors, on est vieux jeune, ou jeune vieux, comme vous voulez, mais cela dans un monde où, de nos jours, tout va très vite, et où les références communes sont vite obsolètes. Il ne faut pas oublier qu'un jeune de 16 ans, en 2007, ne se souvient pas de François Mitterrand, mort en 1996, ou du mur de Berlin, mort en 1989. Pardon. Il n'a pas dormi, hein, je rappelle. Alors, si ce jeune les connaît, c'est pour l'avoir appris de quelqu'un, et non pour l'avoir vu par lui-même dans les médias. Cette question d'âge révèle alors une certaine importance quant aux références que les membres d'un groupe vont mettre dans les paroles ou le style musical d'une chanson. Pour revenir à une question principale, il convient de la scinder en deux. D'une part, comment devient-on picardisant à 20 ans? Et d'autre part, comment créer ou rejoindre un groupe quand on a 20 ans? La tranche d'âge de 18-30 ans est fort peu présente dans les membres actifs picardisants. Certes, on peut en trouver encore et heureusement de nombreux jeunes dans les sports et jeux picards, mais ils sont bien rares les jeunes chanteurs, musiciens, conteurs, diseux ou comédiens que j'ai pu voir récemment sur la scène internationale picardisante. À 20 ans, on peut quand même préciser qu'ils ne sont pas jeunes, mais qu'ils restent dynamiques. Hein, voilà, c'est important de le dire. À 20 ans, de par ce qu'il entend culturellement ou médiatiquement, il n'est pas facile pour un jeune de prendre conscience d'une identité, d'une culture, voire d'une langue picarde.
Beaucoup y sont favorables, en ont entendu parler, connaissent un ou plusieurs mots picards, mais la fraction entre ces connaissances et un rôle actif dans le milieu picardisant est très importante. Là encore, il est essentiel que la langue et la culture picarde, de par sa production artistique et littéraire, garde sa contemporanéité, son rôle d'outil médiatique dans l'actualité. Les clichés d'une langue agricole, des vieux, nostalgiques, voire vulgaires, perdurent dans l'inconscient collectif. Et là, justement, ce sont les jeunes qui veulent prendre un rôle actif dans la langue et la culture picarde qui en payent les frais. Depuis plus de 10 ans, j'ai moi-même connu de nombreux amis qui ont espacé leur contact pour disparaître enfin, parce que je consacrais beaucoup trop de temps, selon eux, à la langue et la culture picarde. J'ai également eu la confidence d'un jeune de 25 ans environ qui me disait récemment « Tu sais David, que je fais partie d'une association picardisante. Eh bien, je vais te dire un truc, je le cache à mes copains. » C'est pas moi. Ou encore entendu ce 1er décembre, par Caroline, la violoniste du groupe Osivo, dans une soirée contre la discrimination. Vous êtes jeune, alors pourquoi vouloir chanter en picard? Bref, quand on est jeune, il faut une sacrée volonté et vocation pour s'engager activement dans la langue et la culture picarde, malgré le scepticisme des amis et la pression médiatique et sociale de la mode et de la culture française. Une fois le mur d'incompréhension des amis passés et convaincu de sa vocation picardisante, vient d'autres obstacles, comme le paysage musical amiénois. La plupart des groupes amiénois ont un style de musique proche du reggae, du rap, du métal, de la fusion, donc principalement des musiques amplifiées et actuelles, dont l'instrument emblématique est la guitare électrique. Concernant les textes proposés par ces groupes, il s'agit souvent de reprises, quelquefois de compositions. La langue dominante est principalement l'anglais, ensuite le français. On peut y trouver un peu d'arabe, mais par exemple pour Amiens, on peut constater l'absence totale de capverdiens, malgré une forte communauté du Cap-Vert qui y habite. Ce phénomène de prépondérance des musiques amplifiées est d'autant plus fort que même les instances représentatives de la musique s'alignent dessus. Le collectif de la machine à son, les studios de répétition Cité Carter, Mélodie en sous-sol sont là pour les musiques amplifiées. Et à l'autre extrémité, on trouve la Fédération musicale de la Somme pour les fanfares et harmonies. Entre deux, la musique traditionnelle et plus généralement la musique acoustique voyage entre ces deux institutions pour y trouver sa place. Dans ce contexte, comment un jeune, avec sa guitare sèche et son picard, peut-il trouver sa place? Pour ma part, ce fut une longue errance d'environ 6 ans, faite de petites annonces dans les journaux gratuits, de rencontres de musiciens dans ces institutions, d'affichage à l'université, pour arriver à un résultat nul. Il faut là encore beaucoup de patience, de rencontres, de dialogues, et miracle, la déclic avec une ou deux bonnes rencontres pour amorcer les démarrages d'un groupe aussi dérangeant pour ce paysage musical amiénois. Quand on voit les annonces, cherche guitariste ou batteur pour un groupe. Cela sous-entend avec chansons en français ou anglais. Mais annoncer que la langue utilisée sera le picard rend nécessaire d'apporter des arguments forts pour convaincre le musicien de nous rejoindre, ou mieux encore, que le musicien en question soit déjà convaincu de sa picardité. Il faut donc alors convaincre les musiciens, puis le public, et aussi nous-mêmes, de la qualité et de l'originalité de chaque chanson en langue picarde. Ainsi, de la carte blanche que j'ai faite au mois de juillet 2006 avec le festival de Chouette, jusqu'à la création du collectif Osivo, nous allons vous faire un petit peu l'ébauche des différentes contraintes qui nous ont permis de créer des chansons en picarde. Oui, des contraintes, merci monsieur Dame, des contraintes, enfin des rencontres surtout, puisqu'en fait, ce qui nous a amené à faire ce groupe de musique de jeunes picardisants, en fait, tout démarre de la carte blanche dont vient de parler Thiodave sur le festival chez Web. Donc, il nous a invités, et il va vous en parler, parce que c'était son initiative, et il a invité plusieurs jeunes, et c'est cette rencontre-là qui est à l'origine du groupe. Oui, alors donc, concernant cette carte blanche, donc le principe, évidemment, d'une carte blanche, c'est qu'on invite quelqu'un qui a justement, carte blanche, toute la liberté pour organiser la soirée qui lui est consacrée, en fait. Et donc, moi, le thème que j'avais abordé, c'est pourquoi on est picardisant à 20 ans.
Et donc, j'avais pris comme fil de toute la soirée mon parcours depuis 10 ans, du cours préparatoire à l'entrée à l'école jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais donné comme défi, je m'étais donné comme défi de trouver des jeunes qui puissent présenter une de leurs compositions en picard en lecture publique. Alors là, ça a été une longue période de recrutement, entre guillemets. Donc je suis allé voir les cours de Picard de l'université avec Jean-Michel Leroy comme professeur. Donc c'est là notamment que j'ai rencontré Caroline, Thierry, Pierre-Alain. Ensuite j'ai fait une annonce auprès des Picardisans. Et là, il y a eu contact direct avec Adrien, et puis aussi avec d'autres personnes. Et puis aussi par les Picardisans, des contacts notamment dans le collège de Rue, qui se trouve sur la côte Picarde, avec un jeune de 13 ans, qui m'a proposé 2 textes en picard. Alors, a priori, la soirée devait être littéraire. On devait faire plutôt de la lecture de textes. Et puis finalement, ce jour-là, tout le monde est arrivé avec un instrument. Violon, basson, saxophone, clarinette, guitare. Donc voilà. Et donc en une après-midi, on s'est dit, il faut qu'on fasse des morceaux musicaux. Donc il y a eu des reprises, il y a eu des improvisations, il y a eu différentes choses. Et en fait, l'ensemble de cette soirée c'est fait d'un mélange de texte et de musique. Cet après-midi a permis justement donc, de faire un premier contact, parce que finalement tous ces jeunes ne se connaissaient pas entre eux, il n'y avait que moi qui était le lien entre tous ces jeunes. Et puis le fait de devoir, en une après-midi, se lancer le défi de répéter des musiques et éventuellement d'en improviser, a permis d'avoir une vraie complicité et une force par rapport à cette envie de réussir la soirée. Ça a permis aussi de commencer à travailler sur une chanson qui parlait du prince Charles, qui était venu faire les commémorations 14-18 dans la Somme, et au monument de Thiépas, il avait déposé une couronne de fleurs, et quelques jours après, on l'avait volé. Donc j'avais fait une chanson sur un texte par rapport à ça, et j'avais pas du tout travaillé la musique. Et c'est vrai que durant cet après-midi, on a trouvé, en tout cas, la musique du refrain. Et donc, à la fin de la soirée, on a pu faire cette chanson, en tout cas en lisant les couplets et en chantant le refrain. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu une certaine spontanéité, puisqu'on était sur une soirée à table littéraire, on est tous venus avec nos instruments, on ne se connaissait pas, on s'aperçoit qu'on est tous plus ou moins musiciens, et puis après c'est une question de ça, de spontanéité, de feeling entre nous, on s'est mis à jouer dans l'après-midi pendant la répète de la soirée, on n'avait pas du tout prévu de faire de musique, hein, et puis voilà, on s'est retrouvé à composer le premier refrain d'un texte de Thiodave qui nous avait d'ailleurs expliqué ce texte parce qu'il est en picard, donc il a un petit peu approfondi l'explication du texte. Donc on a compris le sens. Donc justement à la suite de cet échange-là, vu que ça s'était franchement bien passé, il y avait un bon feeling et tout ça avec Thiodave, en tout cas, on a voulu bien sûr continuer cette chanson, parce que tout part de cette première chanson de Couronne à Charles, sur le prince Charles, inspiré d'un fait d'actualité, dans la Somme. On s'est dit, on a commencé à faire le refrain, forcément, on avait envie de compléter, enfin moi en tout cas, j'avais envie de continuer à travailler sur les couplets. Donc continuité de cette soirée, je me mets à composer les couplets de la chanson. Et puis je lui propose, je lui dis voilà, écoute, il y a une suite, viens que je te fasse écouter ce que je te propose, et puis c'est comme ça qu'on fait, je lui chante la chanson, et puis je pense que tu as été tout de suite séduit. Oui, tu as été séduit, ça rendait bien ce que tu avais écrit. Et donc, la couronne à Charles, ça marche, alors du coup, il se dit, attends, j'ai d'autres textes, bouge pas. Donc il me ramène d'autres textes, et le texte qui a suivi, en fait, c'est un texte qui parlait du marché du Colbert, qui est en fait un marché au nord d'Amiens, voilà, dans le quartier nord d'Amiens. Dans le quartier populaire. Et donc, sans explication forcément, le texte brut, tout
tout en picard. Justement, c'est un peu ça la caractéristique, c'est ce qui lui a plu, c'est ce qu'elle fait aussi. Entre Thiodave et moi, ça a assez vite fonctionné, puisque je ne vais pas demander, passe-moi la traduction du texte pour que je comprenne. Ça parlait du marché du Colvert, c'était en picard, c'est un événement que je connaissais, donc je me suis assez vite, très vite, je me suis laissé imprégner par les paroles, par le contenu du texte. Et le texte, le sens, en tout cas pour moi, ça m'a apporté des images, des sensations, des choses que je connaissais. Et donc ça m'a inspiré. Le texte en picard m'a beaucoup inspiré la musique. Alors me voilà reparti à lui proposer une deuxième composition musicale sur un texte. Voilà, et qui a marché d'ailleurs très vite, on n'a pas cherché la musique. Et puis ensuite, donc, ça a continué comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois je proposais un texte brut, sans traduction. Et lui, alors même s'il ne comprenait pas tous les mots, il réfléchissait à la musique. Et c'est comme ça que ça a continué. Jusque, on va dire, au mois de juin de cette année, où là, on s'est dit, mais il nous manque des instruments. Il nous manque d'autres choses, là. On est là avec une guitare, il faudra aller plus loin. Et là, on a recontacté donc, certaines personnes qui étaient venues à la carte blanche. On en a contacté d'autres par le bouche à oreille, par des rencontres. Et puis, j'ai proposé de venir dans une pâture en pleine campagne picarde, le week-end du 14 juillet, vous venez avec vos tantes, et puis... un truc de jeune, quoi. On va faire un week-end de 3 jours, comme ça. Et puis on va voir, voilà. Alors, c'est Philippe, je crois, qui a donné l'idée de... Ça s'appelle un Woodstock Picard, si j'ai bien compris. Stadtbeau Picard. Et donc là-dessus, on s'est posé pendant 3 jours, donc dans la ferme de mes parents. Et ça a été vraiment un moment très très fort. Hein. Je peux vous dire que là encore, il y a des souvenirs qui restent pour beaucoup de ceux qui étaient là. Ça a permis de se poser en fait, tout simplement. De se poser, et puis aussi de réfléchir, de se poser les bonnes questions, d'avoir des textes et puis de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de travailler dessus. Ça a permis aussi la création d'une autre chanson dont j'avais écrit le texte l'avant-veille. Je l'avais donné comme ça et en une après-midi, en travaillant comme ça avec le violon, la guitare, etc., la musique s'est faite toute seule en fait. Et il y a eu vraiment en un week-end par exemple cette chanson qui a été créée et plus la répétition des autres en fait. Et là, d'un coup, on voyait vraiment l'importance que peut avoir une résidence. C'est-à-dire, on ne se donne pas de limite d'heure. On va coucher tard ou pas. On sait qu'on va être sur place, on n'a pas à se déplacer par la suite. Et on peut tranquillement partir dans l'inspiration, dans la réflexion et dans la création de fait. Donc on était franchement contents de cette nouvelle rencontre. On a pris le temps de se connaître effectivement pendant tout ce week-end. Il a fait beau, on était dans la nature, détendu. Et donc voilà, on s'est laissé aller, pareil, feeling, ça s'est bien passé. Et forcément, vu qu'on était vraiment bien et que ça s'était super bien passé, avec que ça durait 3 jours, pour nous ça nous a fait trop court. On a l'impression d'être stoppé dans un élan de créativité, de création. Et on s'est dit, voilà, à l'issue du week-end, on s'est dit, on organise un agenda de prochaines rencontres parce qu'il faut qu'on continue à se voir. Et puis là, il y a eu le sentiment quand même qu'on avait construit quelque chose ensemble, il y avait quelque chose de concret. Et donc ça a quand même apporté une grande motivation pour une bonne partie des jeunes qui étaient là. Et donc on a décidé de se revoir pour répéter et pour enrichir les premières compositions qu'on proposait avec Thiodave. Et en fait, ce qui nous a aussi mis tout de suite dans le bain, c'est la proposition de participer de faire notre premier concert en tant que collectif d'Osivo, collectif de jeunes picardisans, donc sur un concert dans le cadre de chez Web du Festival Picard, donc à Amiens. Et donc là, ça nous a quand même donné un objectif. Voilà, on avait quelques semaines pour travailler 4-5 chansons pour pouvoir faire notre premier concert. Donc c'était quand même une grande motivation. Et là, tout de suite, forcément, on s'est rendu compte, les motivations se sont concentrées et on s'est rendu compte
des gens qui avaient vraiment envie de suivre cette aventure et de participer. Et on s'est aperçu aussi que le Picard, bah, ça leur faisait absolument pas peur, bien au contraire. Donc c'est ça qui a été surprenant, c'est qu'il y a une motivation vraiment spontanée, immédiate. Voilà, et donc après ce concert-là, on a eu, après ce premier concert, on a eu une suite de propositions, on a eu d'autres dates de prévues, et ça a un petit peu, on va dire, entretenu ces motivations et une régularité dans les répétitions et le travail. Et on en est toujours là, quoi. On est toujours ensemble et on est de plus en plus motivés. Voilà, et alors ce qu'il y a en plus, c'est que ce phénomène de groupe est d'autant plus exceptionnel que la moyenne d'âge, c'est moins de 25 ans. Et donc, alors, c'est vraiment un groupe qui est motivé par rapport à la langue et la culture picarde. Ce phénomène de groupe, avec donc principalement des jeunes, permet d'avoir ce qu'on peut trouver dans les bandes de jeunes, c'est-à-dire des références, des codes secrets, des souvenirs communs, des choses comme ça. Et ce qui a permis aussi la création de nouvelles chansons, en fait. Hein. D'accord. C'est pas votre temps, hein. D'accord. Comme c'est la même histoire, il reste combien de temps? c'est moins terminé en 30 secondes. D'accord. Très bien. Donc. C'est à moins 30, j'espère. D'accord. Bon, bah alors on y va. Donc non, tout ça pour dire en fait oui. Ce qui est important de souligner, c'est que la motivation, c'est aussi le fait qu'on ait joué sur le festival Picard. Les jeunes se sont rendus compte qu'il y avait quand même un succès, que ça plaisait aux gens. Bon, les gens étaient là pour aussi entendre du Picard, mais ils ont vu qu'il y avait une attraction, ça plaisait. Hein, voilà, donc ça aussi, c'est aussi le fait que ça. Voilà. Et alors, ça plaise. Hein. Et en plus, en fait, ce qui a plu aussi, c'est que nous, quand on arrive devant des jeunes, tout simplement, on n'essaie pas d'expliquer le Picard. Pour nous, le Picard, c'est une évidence. Donc, on leur balance des phrases en Picard, des textes en Picard, et puis après, c'est à eux de se débrouiller. Et alors, soit ils accrochent, soit ils n'accrochent pas. Et ceux qui accrochent, je peux vous dire qu'ils restent. Voilà, merci beaucoup Adrien et Chodab pour ce témoignage un peu inédit. Alors maintenant je vais appeler Jean-Marie Kajanski et je crois qu'on est bien dans notre horloge. Donc ceux qui veulent réagir après, bon, on aura le temps quand même d'échanger un peu éventuellement. Et nous consacrerons aussi un petit moment tout à l'heure pour présenter les nouveautés et faire quelques petites annonces. Voilà, je cède la parole à la Bien, en matière de création littéraire, deux grands courants s'affrontent. Certains considèrent l'écrivain, et le poète en particulier, comme un génie inspiré, une espèce de personnage sacré dont la création est en fait l'accès à un message d'origine transcendante. Alors l'autre attitude privilégie la représentation de l'acte d'écrire comme un travail, un artisanat des mots et du style. Entre ces deux tendances, des tas de variantes. Mais ce n'est pas mon propos. Laissons aux spécialistes en la matière, n'est-ce pas, de débattre. En matière de création, chacun possède sa formule. Je ne rentrerai donc pas dans ces considérations. Ma communication portera plutôt sur mon vécu en matière de création poétique. En qualité d'auteur bilingue, français Picard, d'artisan, de fabricateur de textes, de poèmes, que j'écrive dans l'une ou l'autre langue, ma démarche créatrice est identique. Chaise ou cueillère, harnaché ou ingorlé, coureur de filles ou marouleux, ces mots, ce sont les matériaux qui me sont chers, utiles et nécessaires pour écrire. Avec eux, je me sens bien,
je suis de quelque part, je marque ma différence. Encore une petite remarque, lorsque j'écris en picard, 90% est pensé dans cette langue. Et dans mes recueils, une adaptation française accompagne chaque poème. Ceci étant dit, j'écris quand j'ai quelque chose à dire, sans me forcer. Pour le faire, je passe par plusieurs étapes. D'abord, une période de gestation, qui peut durer quelques jours, voire des mois, même des années. À la genèse du poème, il y a une expérience vécue, un fait anecdotique. Je prends au vol une image, une idée, un souvenir, une émotion, un menu fait de la vie, que je range et cache quelque part dans ma tête en attendant de les faire entrer dans un texte. Voici l'exemple d'un court poème écrit cette année. Le fait anecdotique est le suivant. Au cours d'une promenade à travers la campagne, je revois l'image poignante d'un malade hospitalisé qui éprouve de grandes difficultés pour respirer. Ce malheureux a travaillé durant de longues années dans une zinguerie à Mortagne du Nord, donc ici à quelques kilomètres. En contact avec les fours, il a respiré des gaz nocifs qui lui ont détruit les poumons. Ce fait se passe il y a entre 30 et 40 ans, donc vous voyez, ça remonte déjà à pas mal de temps. En contact avec les fours, deuxième petit fait au cours de ma promenade, mon attention est attirée par un sureau tout desséché, habité par quelques oiseaux. Ainsi, voilà, les prémices du poème sont posées. L'histoire du poème commence, la poésie d'une chose physique, émotionnelle. On écrit avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a vécu. À la deuxième étape, un vers se construit maladroitement, timidement. Des mots affluent dans le désordre, des images, des odeurs, le présent, le passé, l'enfance, mais tout reste flou, latent. C'est toujours l'attente, pas encore l'écriture. Mais un vers cogne avec obsession dans ma tête, Zant Irakiel et Raquiel, à l'exemple crash et crash. Et aussi ces mots, mort, zinguerie, CU, sureau. Troisième étape. Sereine, laborieuse, pendant laquelle vient au monde ce qui est resté inconsciemment en moi pendant des jours et des mois. Cette étape se déroule presque exclusivement chez moi. J'écris alors au crayon de bois ou au stylo à billes sur des papiers des enveloppes de récupération. J'écris, je griffonne, je rature, je numérose les vers, les paragraphes, je réécris. Presque à la sauvette. Besoin d'être seul. Un mot appelle un autre mot, une image, une autre image. Le travail s'organise autour de l'ébauche d'origine. Un sens est donné au poème. Il faut que le texte tienne, ni trop près de soi, se voir mais pas se montrer, ni trop loin, pas de banalité. Trouver le juste milieu, un vers à fleurs, aussitôt